Caméra Obscura 3.0, votre podcast sur l'avenir du marketing digital et des nouvelles technologies. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Caméra Obscura, le podcast sur l'avenir du marketing digital. Aujourd'hui, je suis en présence de Lucas Gonzalez. Salut Cyril. Salut, comment tu vas ? Très bien et toi ? Mais ça va, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Parmi nous pour parler de LinkedIn aujourd'hui. C'est ça. Ouais, un réseau sur lequel tu es très présent. Oui. Sur lequel tu insuffles une bonne humeur et une joie de vivre qui est assez communicatif. En tout cas, de ce que j'y vois, ça fédère beaucoup de monde aussi. Yes. Et j'aimerais justement, je t'ai proposé de participer à cette interview pour te mettre en avant justement, pour expliquer un petit peu quel est ton travail et en quoi justement ça peut être bénéfique pour les personnes qui se lancent sur LinkedIn. Carrément, ouais, je suis trop content d'être là. Merci pour l'invitation. Eh ben, tant mieux, autour d'un petit café. Donc, on va essayer de pas faire trop long, de rester dans le cadre de notre série de podcasts, donc qui est une podcast spécifique sur le marketing. Hein. On avait eu Aurélie Fourment il y a quelques semaines, avec qui on avait parlé de l'avenir des IA. Et donc aujourd'hui, on parle un petit peu plus copywriting, on parle un petit peu plus stratégie, positionnement, des choses qui te sont assez familières. Et je vais te laisser d'abord commencer un petit peu ce podcast en te présentant en 2-3 phrases. Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Écoute, moi c'est Lucas Gonzalez. Je suis créateur de contenu sur LinkedIn. Et à côté de ça, j'ai lancé il n'y a pas très longtemps mon business dans l'employee advocacy. Donc j'accompagne en fait justement les entreprises sur LinkedIn au travers de leurs employés. Voilà, donc ça fait à peu près 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis sur la plateforme. Aujourd'hui, j'ai une communauté du coup de 7500 abonnés à peu près. C'est 150 à 200 000 vues par mois. Et voilà, et je m'éclate, je fais ce qui me plaît. Je cherche pas forcément la performance sur LinkedIn, mais je cherche à vraiment, justement, tu l'as dit, communiquer de la bonne humeur, essayer d'amener quelque chose un peu de nouveau sur la plateforme. Voilà. Tout à fait. Moi, c'est drôle parce que je te suis depuis un petit moment là, je sais pas, quelques mois, et à chaque fois que je vois tes posts et tes communications, je me dis, ce gars, il a un peu tout compris en quelque sorte. Je sais pas si j'ai tout compris. LinkedIn, c'est très difficile de dire que quelqu'un a tout compris à LinkedIn, parce que déjà ça évolue tout le temps. Et moi le premier, j'en suis la victime de l'algorithme. Oui, ça a baissé là dernièrement. Exactement, dernièrement il y a eu une grosse chute. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est pour tout le monde. C'est ça. Petit créateur ou gros créateur, c'est voilà. Mais c'était un peu dur à encaisser. Mais sinon ouais, j'essaye en tout cas de faire, de mettre en place toutes les bonnes pratiques que je conseille aussi à mes clients, pour essayer en tout cas de créer de la visibilité, créer une communauté, et voilà. Et ouais, alors justement, moi je te dis honnêtement, quand je dis que tu as tout compris, c'est qu'on va titrer le futur boss de LinkedIn là. Ouais. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est parce que aussi on travaille dans le même domaine, qu'on est tous les deux sur Toulouse, ça peut jouer aussi, mais c'est vrai que moi, tous tes posts, je les vois, et j'en discutais justement avec d'autres collègues en externe. Alors quand je dis collègues en externe, ça peut être des partenaires, ça peut être des concurrents et tout, et visiblement, on te voit tous pour être. Yes. En fait, moi c'est simple, c'est que déjà j'essaie de communiquer assez sur Toulouse, parce que mon objectif principal, c'est de devenir la référence de LinkedIn à Toulouse. Parce que dans le sud-ouest, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Donc effectivement, sur Toulouse, j'ai une grosse visibilité parce que je parle de la ville aussi. Et c'est une stratégie un petit peu aussi pensée et voulue. Même si j'adore mettre en avant ma ville, etc., pour tout simplement pouvoir être ancré sur le territoire et pouvoir trouver mes clients et justement créer de la visibilité aussi auprès de gens que des fois je ne connais pas du coup. Et ouais. Mais donc au final, est-ce que tu intègres par exemple le Stade Toulousain comme c'est arrivé ce week-end dans ta communication ? Alors j'ai pas fait de post sur le Stade Toulousain parce que déjà je ne poste jamais le week-end, parce que pour moi c'est important de faire des posts sur LinkedIn. On pourrait y revenir plus tard si tu veux. Et aujourd'hui je n'ai pas pu communiquer sur le Stade Toulousain parce que je devais faire un post sponsorisé, donc voilà, je l'ai pas fait, mais généralement ouais, j'essaie de faire dès qu'il y a un petit événement à Toulouse, un petit post là-dessus. C'est bien, alors ça veut dire que tu arrives à aussi ne pas être trop dans le FOMO en quelque sorte, de dire si je ne poste pas, je vais avoir moins que les autres. C'est ça. Alors moi il faut savoir que j'ai commencé à poster sur LinkedIn, j'ai fait 57 posts en 1 an.
ce qui m'a ramené mes 4000 premiers abonnés. Donc en gros, je postais une fois par semaine, grosso modo sur toute l'année, et ça marchait très bien. Ensuite, je me suis lancé, donc j'ai accéléré, je suis passé à 3 posts par semaine, puis 5 par semaine. Sauf que, en fait, je ne mets pas de pression. S'il y a une semaine, je veux mettre que 4 posts, je mettrai que 4 posts. S'il y a une semaine, je mets 3 posts, je mettrai que 3 posts. Moi, LinkedIn, je trouve que c'est très bien, mais ça a aussi beaucoup d'aspects négatifs, notamment sur la santé mentale. J'y pensais justement ce matin, je me disais à quel point la réussite de mon post du matin peut impacter positivement ou négativement ma journée. Donc moi je trouve que c'est important justement, c'est pour ça aussi que je ne poste pas le week-end. Il y en a plein qui vont te conseiller de poster 2 fois par jour, 3 fois par jour le maximum. Moi je trouve que le meilleur rythme c'est celui qui te va bien, celui avec lequel tu te sens à l'aise, avec lequel tu te sens bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de s'imposer un rythme trop soutenu sur LinkedIn. T'as raison, j'entendais Gary Vee qui disait il y a 2 semaines, en gros, il faut poster 2 fois par jour, mais c'est juste ingérable en fait. À un moment donné, comme tu dis, la santé mentale, elle est terrible parce que tu le veuilles ou non, tu regardes quand même un peu comment ça se comporte. Tu es obligé de monitorer. On va en reparler après, mais effectivement. Exactement. Et puis sur LinkedIn est une drogue. Honnêtement, moi j'adore, je dis ça souvent à mes prospects, etc. Moi je considère que je vends de la drogue. Et c'est tout d'autant plus vrai que moi quand je vais dans les équipes, je l'observe. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir des gens qui ne sont pas très motivés. Ils vont commencer à faire 100 likes, 200 likes, 300 likes. Les gars, tu les arrêtes plus. Après, ils t'envoient des messages à 7h du matin. Je pense à quelqu'un que je coach là, Léo, il m'envoie des messages à 7h du matin, me disant j'ai eu 5 idées de posts dans la nuit, qu'au regard j'ai commencé à les rédiger, etc. Alors qu'au début, le gars il me disait ah, mais moi LinkedIn c'est pas pour moi, etc. C'est vraiment une drogue. Mais sauf que ça a aussi les effets négatifs aussi. C'est-à-dire que quand tes posts ne marchent pas, du coup ce que j'expliquais, t'as pas ta dose de dopamine et du coup ça joue sur ton Tu sais que c'est une créa d'Arte là, tu l'as regardé ou pas? Ils ont fait une petite un petit contenu court. En fait, c'est 6 sous 7 réseaux et ils en ont fait un contenu long aussi. Et effectivement, ils expliquent que mais c'est tous les réseaux. C'est tous les réseaux. C'est l'humain est fait pour l'humain est fait pour recevoir la dopamine. Les réseaux sociaux sont faits pour te provoquer cette dopamine là. Donc voilà. Moi, je m'impose rien. Alors, tu t'imposes rien, mais ma première question, puisque là, c'était un peu une intro, c'est est-ce que justement, tu as une stratégie spécifique pour organiser ta communication, la tienne personnellement? Moi, je suis pas le mec le plus organisé du monde, donc je poste un peu au feeling. J'essaye d'avoir une petite semaine d'avance sur mes posts, mais vraiment, des fois, moi, ça m'arrive de rédiger la veille pour le lendemain au feeling parce que je suis aussi un éternel insatisfait, donc c'est-à-dire que je vais rédiger un post une semaine après. Si je le rédige trop tôt, il va plus me plaire, donc je vais pas le poster. Et donc j'aime bien aussi la spontanéité, ne pas trop réfléchir, etc. Donc même si effectivement, donc comme je disais, j'ai quelques axes de stratégie, communiquer régulièrement sur Toulouse, communiquer régulièrement sur la jeunesse, notamment sur les créateurs jeunes, les entrepreneurs qui sont jeunes, etc. Sur les emplois, sur mon domaine d'activité, du coup l'advocacy, etc. Mais je vais pas avoir 1 mois, 2 mois de contenu d'avance. Vraiment, moi je trouve que le mieux c'est la spontanéité et au moment où j'ai envie de dire quelque chose, je le publie, j'en parle et voilà. Si j'ai toujours après sur mon téléphone une note où je note des idées de post qui me viennent souvent dans la journée. Voilà, dès que j'ai une idée, je la note. C'est un peu le truc classique que l'on dit, mais honnêtement, moi, mes meilleures idées, souvent, elles viennent d'échanges avec des gens, ou même des fois, je suis tout seul dans la rue, je marche, j'ai des idées qui viennent. Voilà. Et est-ce que tu dirais que tu travailles plus ta stratégie pour toi ou pour tes clients? C'est compliqué. Comme réponse, je travaille autant les deux, je dirais. Ça dépend vraiment en fait de ce que tu vends, de ton objectif, etc. Moi, c'est très particulier. Je trouve que c'est très dur de faire sa propre stratégie et de prendre du recul sur sa propre stratégie. Mais de manière générale, dans l'entrepreneuriat, comme dans la création de contenu, quand on fait des choses soi-même, c'est très compliqué de les analyser. J'ai beaucoup plus de facilité à avoir une vraie stratégie plus structurée pour mes clients quand c'est pas moi qui est derrière que pour la mienne. Mais je mets autant de cœur dans les deux, quoi. Voilà. Justement, alors si on parle stratégie, évidemment, tu as étudié en digital, en marketing. Est-ce que tu utilises les fameux préceptes tofu, mofu, bofu?
Oui, bien sûr. Je sais que c'est assez controversé, mais moi je trouve que c'est une très bonne base pour expliquer aux gens un petit peu les différents posts qu'ils peuvent faire et de manière simple. J'utilise Tofu Mofu Bofu pour mes clients. En ce moment, j'utilise beaucoup de tofu parce que c'est ce qui fait faire de la visibilité. Et je sais qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui sont en train de râler sur LinkedIn parce qu'il y a trop de posts selfie, trop de posts storytelling, mais la vérité, c'est ce qui marche. Et donc, moi, mon métier, c'est de faire des choses qui marchent. Et donc, oui, c'est des choses que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Et puis pour les funnels de conversion également, que j'utilise. Et alors là, une question qui me vient à l'esprit, au niveau du storytelling, parce que moi je me pose un peu les mêmes questions, est-ce que parfois tu te censures en te disant non, si je fais ça, je me crame? Ben en fait, moi je pense que honnêtement, si je veux faire un post à 10 000 likes, je le fais. J'en ai jamais fait, mais je pense que je le fais. Sauf que effectivement, il y a les stats et il y a l'image que tu as envie de renvoyer. Donc tu es toujours dans une espèce de dilemme entre faut que je le fasse, mais pas que j'en fasse trop. Mais ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend aussi par exemple pour mes clients, ça dépend de ce qu'ils ont envie de dire. Ça va dépendre de comment ils se sentent à l'aise aussi pour se mettre en avant, de quels sont leurs combats. Et voilà. Donc, c'est compliqué des fois. Hein. On s'auto-censure forcément. Voilà, mais c'est aussi ça qui fait la force d'un personal branding, etc. Ça va être les sujets que tu vas aborder, ceux que tu vas refuser d'aborder. Voilà, faire des stats pour faire des stats. Moi, mon optique, c'est pas de faire des posts à 10 000 likes, à 1 million de vues. Parce que c'est ok, tu vas buzzer sur une courte période, mais les gens, enfin, de la hype va vite redescendre. Mon objectif, je préfère faire, voilà, tous mes posts font 200 likes et 15 000 ou 20 000 vues. Et à chaque fois que je poste, j'ai une communauté, etc., qui va se créer parce que mes posts ne sont pas sensationnels. Ils vont pas faire de la sensation, mais ils vont apporter quelque chose. Que voilà, faire un post à 10 000 likes parce que j'aurais voulu faire ça et j'aurais recherché ça à tout prix, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, aujourd'hui, tu as tourné donc un peu ton copywriting vers l'employee advocacy, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est justement ton expérience en agence qui t'a convaincu de son pouvoir? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé à poster sur LinkedIn en 2021, du coup, lorsque j'étais stagiaire en agence de com, donc une agence qui s'appelle Standout et qui s'est fait énormément connaître grâce à LinkedIn et grâce à de l'employee advocacy. En gros, le concept, c'était simple. Il demandait, sur la base du volontariat, à chaque employé de poster une fois par semaine sur LinkedIn. Moi, j'ai commencé à poster, ça m'a plu, j'ai commencé à bien marcher, donc j'ai continué jusqu'au moment où en fait, je suis devenu finalement le coach de mes collègues à développer une vraie stratégie. On était à les conseiller en fait sur les idées, comment tourner les posts, quoi poster, etc. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que parce qu'en même temps, je gérais la page du coup de l'entreprise. Et quand je voyais les stats de mes collègues, enfin, mes stats, celles de mes collègues et celles de la page entreprise, ça n'avait rien à voir. Pour te donner quelques chiffres, je crois sur la page entreprise, on a dû faire 80 posts à peu près. Je crois que c'est à peu près 200 000 vues sur l'année. Avec mes collègues, on a fait du coup 250 posts, mais si tu ramènes sur 80 posts, c'est 2,5 millions de vues. Donc c'est quasiment 10 fois plus. Et en un an, on a réussi à faire plus 92% de croissance sur la page. Donc c'est énorme pour une petite agence toulousaine, puisqu'on est passé de 2300 abonnés à 4300 à peu près en un an. Parce que en fait, il y avait ce système d'employé advocacy qui ramenait du trafic sur la page. Et donc les gens nous connaissaient, connaissaient l'agence. Et donc ils s'intéressaient à l'agence et donc ils allaient la suivre. D'autant plus qu'en plus, les systèmes de page, c'est qu'on peut envoyer des invitations. Chaque mois 250 crédits via la page du coup pour demander aux gens de s'abonner. Mais en fait quand les gens te connaissent et connaissent ton contenu, ils ont beaucoup plus tendance à accepter les invitations parce qu'en fait ils savent qui tu es, ils savent ce que tu fais, ils aiment bien ta boîte parce qu'ils voient en fait tout le monde qui publie, etc. régulièrement. Et donc je me suis dit, quand mon contrat avec Standout c'est fini, pourquoi pas répliquer ce modèle en fait dans les autres entreprises parce que ça marche vraiment super bien. Tout le monde autour de nous parlait de ça et ça aide beaucoup aussi à la conversion. C'est-à-dire qu'un client qui va faire son benchmark entre 3 ou 4 agences parce que il a un besoin et que du coup il va aller chercher différents concurrents pour faire son choix.
Ben, en fait, toi, vu qu'il te connaît de LinkedIn, vu qu'il a l'habitude de voir tes posts toutes les semaines, etc., ton capital sympathie est tellement haut, en fait, qu'inconsciemment, c'est la première personne qui va choisir, ou celle dont tu vas se sentir le plus proche, c'est toi. Et tes équipes, parce qu'il connaît aussi toutes tes équipes. Il connaît ton DA, il connaît ta web designer, il connaît le mec qui va faire son SEO, et donc il aura envie de travailler avec toi. Et donc c'est un capital de conversion qui est incroyable, l'employé advocacy aujourd'hui. C'est sûr. Et alors là, tu parlais justement de la page entreprise. Alors c'était une de mes questions un petit peu plus tard. Évidemment, je vais essayer de pas te l'orienter trop, mais est-ce que c'est et ou page entreprise et profil perso ou page entreprise ou profil perso? C'est les deux. Pour moi, c'est les deux. Une bonne stratégie LinkedIn, si vraiment si tu veux en faire ton canal d'acquisition principal, c'est les deux. Dans le sens où, effectivement, pour ramener du trafic sur ta page entreprise, tu vas avoir besoin de tes employés. Sinon, ça va pas marcher. Tu vas faire 400 impressions, 500 impressions sur tes posts. Moi, je vois régulièrement des pages, elles ont 60 000 abonnés. Elles font 50 likes sur leurs publications. Donc ça, c'est pas possible. Tu vas avoir besoin de gens qui vont pousser ta page entreprise. Par contre, effectivement, tu as besoin de cette structure-là parce qu'en fait, c'est ta vitrine en tant qu'entreprise. Les gens qui entendent parler de toi et qui te découvrent par un autre moyen que l'advocacy, qui te découvrent un event, le premier réflexe, ils vont taper le nom de ton entreprise. Donc, tu as besoin que cette page entreprise soit alimentée en contenu et de voir un petit peu ce qui se passe dans ton entreprise. Donc, effectivement, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est l'un et l'autre. Je suis assez d'accord là-dessus. Et pas forcément mutualiser d'ailleurs les mêmes contenus pour le coup. Non, mais moi ce que je conseille aux gens justement, c'est du coup quand tu as une stratégie d'employé advocacy, ça va être de mettre en avant tes employés. Parce qu'en fait, les gens donc ils vont les voir sur leur profil personnel et ensuite ils vont les revoir sur la page et donc ils vont avoir plus tendance à s'engager puisqu'ils les aiment déjà bien du contenu qu'ils produisent sur leur profil personnel en fait. Et d'autant plus que aujourd'hui, l'employé, le collaborateur, c'est la personne de laquelle on a le plus confiance. Il y a pas mal d'études qui ont été menées là-dessus, plus que le client, plus que le CEO, plus que tout autre parti pris. Ça va être vraiment l'employé qui va être important aujourd'hui pour les marques. Tout à fait. Alors justement, tu vends aussi des services de copywriting. Comment tu as fait pour développer ces skills ? Alors, comment j'ai fait pour développer ces skills? Chez Standout, je m'occupais pas mal de rédaction. Donc, j'ai rédigé des sites internet entiers, des fois de 40 pages, sur des services qui sont pas toujours très sexy, donc tu apprends vite. Pour moi, c'est le meilleur moyen de faire, c'est de réussir. Enfin, le meilleur exercice pour un copywriting, c'est de prendre un business qui est vraiment pas du tout sexy et réussir à le rendre sexy. À partir du moment où tu sais faire ça, tu as déjà toutes les bases, et ensuite, c'est que de l'optimisation. La plupart, je l'ai appris sur le tas en fait, en lisant du contenu aussi qui en parle, en m'entraînant. Mes posts LinkedIn c'est du copywriting, en copiant ce que font les Anglais, en copiant ce que font les meilleurs créateurs français. Moi de toute façon, ma manière de penser c'est qu'aujourd'hui tout ce que tu as besoin de savoir, peu importe la discipline, c'est sur Internet. Donc tu peux progresser en fait, il suffit de le faire, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir... moi en tout cas pendant mes études j'ai fait un diplôme de marketing, un master de marketing international à l'IAE, donc une école publique. J'ai jamais fait de copywriting. J'ai tout appris sur le temps en fait en pratiquant et il n'y a rien de tel que ça. D'accord. Et alors justement, j'ai regardé, donc tu as un super profil LinkedIn. Est-ce qu'on te trouve ailleurs? Et où si on te trouve ailleurs? Non, on ne me trouve pas ailleurs. Enfin, il y a mon site internet, mais du coup qui est juste un site one page en fait. On me trouve très peu ailleurs. Pourquoi? Parce que pour moi, si tu veux bien faire les choses, en tout cas moi je suis tout seul actuellement, tu veux bien faire les choses, ça sert à rien de faire 10 000 choses en même temps. D'abord, il faut maîtriser bien ton sujet et un canal d'acquisition principal ou canal de visibilité. Et après, dans un second temps, donc on verra si dans 6 mois j'ai potentiellement des collaborateurs qui me rejoignent. Effectivement, peut-être qu'on me retrouvera ailleurs sur TikTok, etc. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment LinkedIn. Et voilà. Et bientôt sur le podcast. Ouais, alors je me suis aussi posé une autre question en plus de effectivement tes présences dans les médias externes, enfin je sais pas si on doit appeler ça médias, mais en tout cas de canaux externes. Tu n'as pas ressenti l'intérêt d'une page Google? Je me suis posé la question quand même. C'est pas un réseau social. Effectivement. La page Google, c'est une question pour laquelle que je me pose en ce moment. Mais aujourd'hui,
Alors comment aborder ce sujet-là? Parce que je sais que je devrais le faire en fait. En fait, je ne perds rien à le faire et je devrais le faire, c'est sûr. Mais pour l'instant, mon canal d'acquisition c'est LinkedIn. Les gens me connaissent par LinkedIn, me découvrent sur LinkedIn et je suis pas encore assez, j'ai pas encore une réputation assez grande pour que les gens tapent mon nom sur Google, je pense. Bah, en fait, tes social proof, pour l'instant, elles sont en recommandation sur LinkedIn, peut-être un peu sur ton site aussi. C'est Je ça. vais pas regarder au complet à ce niveau-là, mais peut-être que en ayant des recommandations en plus sur Google. Oui, mais tu as raison, j'ai rien à perdre. Hein? Tu as raison, j'ai rien à perdre à le faire et il faut que je le fasse. On en a déjà parlé. Je le ferai. En tout cas, voilà, je me suis posé la question parce qu'évidemment, quand on en rencontre quelqu'un, on essaie de fouiller un peu et j'imagine que tes clients font pareil. Donc, je me dis, c'est peut-être un petit hic en plus qui pourrait t'aider. Une petite considération externe. Ça m'a inquiété ton nom en référencement. C'est-à-dire? Eh ben, c'est un prénom et un nom déjà très utilisés. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai 1 million d'homonymes. Ouais. Donc oui, effectivement c'est très compliqué, mais aujourd'hui moi c'est mon personal branding qui me fait vivre. Donc si je change, si je crée une marque par exemple, bah, les gens ils vont pas forcément me trouver, ou en tout cas c'est un projet potentiellement, mais pas pour le moment. Pour le moment je compte vraiment que ce soit les gens veulent travailler avec Lucas Gonzalez. Aujourd'hui, normalement je suis premier un référencement quand tu le tapes celui de LinkedIn du coup. Ça a été un problème pendant longtemps parce qu'il y avait un imposteur devant moi, mais voilà. Mais oui, effectivement, un référencement Google, bah, c'est très compliqué là-dessus, mais c'est des questions que pour l'instant je me pose pas trop. C'est moins utile dans le sens où pour l'instant tu C'est ça. axes ton énergie sur C'est ça. LinkedIn. C'est ça, et puis bon voilà, moi ça fait que 2 mois que je me suis lancé aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps non plus encore de trop créer une vraie marque, etc. Mais ça risque de venir dans les prochains mois. Voilà, je suis sur pas mal de projets en ce moment, donc voilà. Ok. Alors maintenant, on va parler des conseils. Donc, une dernière partie justement pour tous ceux voilà, qui aimeraient un petit peu en faire. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour se lancer sur LinkedIn? Bah déjà, c'est de se lancer. Ça, c'est le premier conseil parce que je croise pas mal de gens, même je fais beaucoup d'events à ce moment, d'étudiants, etc., qui viennent me demander des conseils. Et en vrai, moi, la première chose que je leur dis, c'est en vrai, avant de vouloir savoir faire parfaitement une chose, bah, il faut tester. Moi, mon premier post LinkedIn, si vous remontez aujourd'hui, vraiment, c'est trop la honte. Je l'ai laissé parce que je pense que c'est important aussi de voir notre progression. Et encore, c'est pas comme les autres réseaux où ils disent il y a 1 an ou il y a 2 ans. Pour l'instant, on les voit plus. Exactement. Il faut les chercher. Exactement, il faut aller les chercher. Donc c'est l'avantage, mais il faut se lancer en fait et ça va venir en progressant. Moi, j'ai aucune honte à dire que pendant longtemps, j'ai copié ceux qui étaient meilleurs que moi. Alors copier, attention, c'est pas plagier, etc. Mais je m'inspirais beaucoup. Moi, Valentine Soda m'a beaucoup inspiré à mes débuts. Noémie Raffu aussi, que j'ai eu la chance de recevoir en live il y a pas longtemps. Et en vrai, je me disais, il faut que tu fasses pareil. Et donc, je me suis lancé. Moi, LinkedIn, je connaissais pas du tout. J'étais comme tout le monde. Je me disais, oh, ce réseau, c'est nul, ça sert à rien. C'est que pour les gens qui veulent trouver des stages et des alternances. Ouais. Et voilà, je me suis lancé, j'ai progressé. Aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Demain, je suis moins bon aujourd'hui que je le serai demain. Et voilà, il faut continuer de progresser. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment de travailler son personal branding. En fait, l'idée, mais c'est comme pour tout dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de faire une différenciation. Et pour se différencier, ben, sur LinkedIn, tu as certes ton positionnement, donc les sujets que tu vas aborder, mais va beaucoup aussi s'attacher à ton personal branding. Donc ça, c'est très important de le travailler. Se trouver des symboles, voilà, je pense à Amandine Barthes avec sa loutre par exemple, c'est très bien joué. Valentine Soda encore avec ses gants de boxe, voilà, c'est se rendre reconnaissable en fait. Essayer de faire en sorte T'as pas un t-shirt encore sortir avec du ton nom? Si, j'ai un t-shirt avec mon nom. Ah, tu l'as pas pris. Je l'ai pas pris aujourd'hui malheureusement parce que j'en ai qu'un et voilà, je peux pas le mettre partout. Il va aux salles. Et il faut que je m'en fasse d'autres. J'ai un t-shirt avec écrit le LinkedIn, voilà. Ah oui. Moi, c'était pendant longtemps le surnom que j'aimais bien me donner, justement parce que ce côté un petit peu fou que j'aimais apporter à la plateforme. On en voit de plus en plus des gens qui se libèrent sur LinkedIn. Voilà, le troisième conseil, c'est aussi justement qu'il n'y a pas de sujet tabou sur LinkedIn pour moi. Genre vraiment, si tu as envie de faire du YouTube sur LinkedIn, fais du YouTube sur LinkedIn. C'est pas parce que tu parles à des chefs d'entreprise et des managers qu'il faut croire que tout le monde est ennuyeux. Tu trouveras forcément ton audience. Moi, vraiment, c'est ce que j'adore faire.
Je parle vraiment, j'écris comme je parle, j'ai aucun sujet tabou, je peux parler vraiment de tout. Et ça, c'est vraiment cool. Quatrième conseil, c'est less is more. En fait, depuis tout petit à l'école, ça c'est un truc qui m'énerve, c'est qu'en fait, depuis tout petit à l'école, on nous apprend tous à faire des rédactions de 4 copies doubles. Donc en fait, notre premier réflexe en tant qu'adulte, c'est de faire pareil quand on veut écrire quelque chose, mais de manière générale, pour les posts LinkedIn, comme pour les mails, comme pour si tu dois écrire, je sais pas, un contenu web, ton site internet, etc. On en fait des tonnes. Vraiment, on rajoute des mots pour rajouter des mots, et ça, c'est pas bien. Donc vraiment, il faut apprendre à faire simple et aller droit au but. Et c'est un exercice qui est difficile pour tout le monde. Mais c'est pour moi un des secrets aussi pour réussir sur LinkedIn. C'est la base du copywriting aussi. Et de tout le contenu écrit, c'est faire moins en fait. Donc voilà. Ouais. Et donc, selon toi, un chef d'entreprise, là, il aura suivi, enfin peut-être qu'il aura été en prestat avec toi ou suivi des coachings avec toi, et il commencera à décoller. Derrière ça, une fois que ça aura pris, c'est quoi qui va lui permettre de se démarquer, selon toi? Sa personnalité, son histoire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué chez mes clients. Aujourd'hui, que tu sois alternant, CEO, que tu sois comptable ou secrétaire, tout le monde a une histoire. Et la plupart du temps, les histoires sont incroyables. Il faut juste le dire aux gens en fait pour qu'ils s'en rendent compte. Donc ça va beaucoup marcher. Donc ton histoire personnelle, qui tu es, est-ce que des gens vont se reconnaître dans ton histoire personnelle? Et après, bah, il y a tout dépend de ton objectif, mais effectivement, tu peux te créer un personnage qui va te permettre aussi d'être reconnu comme, voilà. Moi, je dis beaucoup, souvent, sur LinkedIn, si tu veux marcher, il faut qu'on t'identifie comme le mec qui. Le mec qui parle d'ads, la meuf qui a des gants de boxe, etc. Et en fait, ça, c'est ça qui va vraiment te permettre de réussir à créer une première communauté, encore une fois, en te différenciant de tes concurrents, enfin, ou des autres créateurs de contenu. Et sur le long terme, c'est ça qui va marcher. Niveau créa visuel, tu as aussi beaucoup travaillé tes couleurs. Bon, je te l'avais déjà fait remarquer dans un DM quand on avait échangé un peu au début, et qu'on retrouve beaucoup sur tes créas et aussi sur ton site web. Je vais te reposer la question, mais tu fais tout ça tout seul? Je fais tout ça tout seul, effectivement. J'ai tout appris en autodidacte, quasiment. Mais en fait, c'est une question de progression, encore une fois. En fait, quand j'ai quitté Standout, j'ai dû me séparer de la charte graphique de Standout, du coup, puisque je n'en faisais pas partie. Donc il a fallu que je repense toutes mes couleurs. Alors, je demande des conseils aux gens qui s'y connaissent. Souvent, bah, chez Standout, j'ai demandé l'avis à mon DA, enfin mon ancien DA, etc. Mais oui, je fais tout seul. En fait, je progresse. Si tu prends mes visuels d'il y a un an, c'est pas les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Et tout est une histoire en fait de progression. Et dans un an, ce sera encore 10 fois mieux, j'en suis sûr. Et oui, je fais tout seul. Pour moi, c'est très important le visuel sur LinkedIn. Et j'aime beaucoup ça aussi. Je suis pas encore le meilleur, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et en fait, c'est ça qui est bien aussi. C'est que je me dis, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où ben, les gens remarquent mes visuels. Il y a un an, pas du tout. Et dans un an, je serai vraiment presque un graphiste, tu vois. Et c'est super cool. Et ouais, je fais tout seul. Rédaction, création de posts, génération d'idées, tout seul. Ok. Et alors pour terminer, un petit peu pour conclure, si on devait parler répartition de typologie de poste entre storytelling, enfin dans les piliers là, entre revue d'expérience, entre création, enfin je sais pas moi, réflexion, c'est quoi un petit peu la proportion que toi tu verrais? Moi, bah, si on part sur 5 posts par semaine à peu près, ce que je fais aujourd'hui, c'est 2 posts qui vont parler d'employee advocacy ou de management ou quelque chose comme ça, à peu près. C'est un post storytelling par semaine. Et après, j'essaie de faire un post un peu drôle, un peu fun. Et mon 5e post, c'est du LinkedIn. Des tips pour percer sur LinkedIn, pour marcher sur LinkedIn, etc. Et voilà, mais après ça peut varier, je me fixe pas non plus cet objectif-là, ça peut varier, ça c'est bien de se mettre un cadre en fait pour te guider dans ta création de contenu, mais voilà, des fois je le respecte pas, des fois je fais 2 posts storytelling par semaine. Voilà, ça dépend vraiment
de plein de trucs aussi, toi, de tes envies, quoi. C'est ce que je disais aussi, moi des fois j'ai écrit la veille pour le lendemain, donc voilà. Moi, là, c'est ma revue d'expérience à moi. Tu vois, j'ai plein de posts en avance et des fois, je les repousse, surtout sur les stories télé, parce que je me dis, putain, mais il va être saoulant, on va parler que de lui, tu vois. Et je pense que c'est l'un des commentaires aussi de tes clients, c'est de se dire, c'est peut-être pas utile de rajouter, de remettre à chaque fois. Bien sûr, parce qu'en plus, tu le vois quand c'est un post copyrighté, tu le vois que tu utilises tout le temps les mêmes mécanismes, etc. Mais en réalité, ça fait beaucoup de visibilité. Et moi, mon format préféré pendant longtemps, ça a été les carousels. Parce que pour moi, c'est le format actuel, avec la vidéo potentiellement, mais la vidéo est beaucoup moins accessible, je trouve. Oui, ça marche pas des masses. Voilà. Ça marche pas des masses, c'est beaucoup plus dur à faire que le carrousel. Donc le carrousel, c'est un format qui donne le plus de valeur ajoutée, qui pouvait apprendre le plus de choses. Donc moi, c'était mon format préféré. Aujourd'hui, j'ai délaissé ça parce que tout simplement, déjà, ça prend beaucoup plus de temps et que ça marche moins. Aujourd'hui, si tu veux faire de la visibilité, il te faut faire des posts storytelling. Et mes clients, ils vont pas regarder si je fais des carousels plein de valeurs et qui font 30 likes. Ils vont regarder si je suis capable de faire des posts à 500 likes. Et la réalité, c'est que je suis donc obligé de faire ce qui marche. Et mes clients, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils veulent des résultats, ils veulent de la visibilité, ils veulent faire grossir leur page LinkedIn, ils veulent... Donc oui, je vais utiliser le storytelling, tu vois. Et il y a des gens qui vont critiquer. Mais peu importe ce que tu feras, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. T'as eu tes haters déjà ou pas? Oui, j'ai déjà eu des haters. Ouais. Tout le monde en a eu. On m'a dit que j'étais complètement ravagé, voilà, j'avais 20 ans et j'essayais d'apprendre la vie à des mecs de 50 ans, etc. On a tous nos haters et on en aura toujours, mais peu importe l'échelle. Vraiment, peu importe l'échelle. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas une grosse majorité. Honnêtement, c'est rare quand même qu'il y ait du haters. Je sais pas si tu as vu la semaine dernière, il y a un jeune, je sais plus son nom. C'est Léon Frey. Oui, c'est ça. Et donc en fait, ils ont créé un groupe du genre les bloqués de voilà. Et j'ai trouvé ça waouh. Je me suis dit oh là là, ça va très très loin. Mais parce que Léon Frey utilise une technique marketing qui est de se faire détester le plus possible par le plus de monde. Ok. C'est ça. En fait, lui, ça fait son jeu. C'est la même technique qu'a utilisé. Me dis pas Anthony Bourbon, s'il te plaît. Non. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il s'appelle Andrew Tate. Ok. Un Américain qui est multimillionnaire, etc. En fait, le but, c'est vraiment de se faire détester par le plus de monde pour créer le plus de bruit possible et que tu aies quelques gens qui vont s'intéresser à toi parce que justement, tu as un avis plus disruptif. Ouais. Et donc, oui, Léon Frey a pris un gros shitstorm la semaine dernière. J'ai vu peut-être 10 ou 15 ou 20 posts sur lui. Personnellement, moi, je vais jamais aller critiquer son contenu, etc. Sur LinkedIn, mais j'ai arrêté de le suivre il y a déjà longtemps, bien avant tout ça, parce que c'est pas une technique marketing, en tout cas moi personnellement, qui me plaît, c'est pas un contenu que j'aime lire. Donc voilà, après de là, effectivement, créer des groupes, etc. C'est qu'il y a une Nurshi aussi sur Facebook de LinkedIn. J'ai découvert ça dernièrement. Oui, les Nurshi, alors moi j'ai pas encore eu ce trophée-là. Mais moi je me suis abonné et je me dis ça se trouve je vais voir des gens que je connais, voire même nous à un moment donné, ça me fait un peu peur. Moi, alors pour tout te dire, du coup j'avais écrit quelques posts pour mes anciens boss, il fut un temps. Le premier post que j'ai publié, il a fini sur Nurshi et il a pris une grosse vague de merde, voilà, pour parler crûment. Mais en fait, c'est pas grave, tu vois. En fait, le mieux c'est de pas les suivre ces groupes-là. Moi personnellement, je suis content. J'ai jamais eu encore. Enfin, non, je suis pas content parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir ce trophée-là. Parce que pour moi, finir sur Nurshi, c'est un peu un avènement finalement sur LinkedIn. Je sais pas. Mais il faut pas lire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que c'est compliqué pour son ego, quoi. C'est compliqué pour l'ego, mais en fait, c'est pas grave. Genre, c'est comme les mecs. Combien il y a de mecs qui vont te dire, ouais, tu postes sur LinkedIn, c'est trop la honte. C'est pas grave. Ah ouais, non, ça, j'ai pas eu moi. Qu'est-ce que tu fais? Nous, on a eu un petit peu, alors l'année dernière avec un carrousel fait par Lorenzo et donc qui était ultra catchy. Il y en a deux qui ont marqué qu'il était trop putaclic. Ouais. Ce qui, à la rigueur, je l'ai bien pris parce que je me suis dit c'est aussi notre métier, donc c'est pas super grave. Et une fois, il y a très longtemps, sur YouTube, quelqu'un, mais c'était vraiment il y a un moment justement, qui disait ah dommage, le son est perfectible, j'aurais bien aimé avoir le sujet. Ce à quoi j'ai répondu désolé, on essaiera de faire mieux la
prochaine fois. Et la personne s'est sentie mal en fait. Ouais. Tu vois, elle a dit ah je suis désolé si si j'ai été méchante et j'étais là non pas du tout, mais je suis très conscient que c'était perfectible. Donc jusqu'à présent ça va, mais je Ok. pense que c'est dur quand même à prendre. Je pense que c'est dur, mais en fait, il faut pas aller voir. En fait, tu vois, si tu t'abonnes au groupe, c'est que t'as toi-même envie d'avoir la curiosité de voir si tu vas être sur ce groupe. Non, c'est pas si moi je vais être sur ce groupe, c'est moi je veux avoir en fait j'ai une curiosité de beaucoup trop de choses en fait. Et- Et, mais du coup, ça veut dire que tu acceptes ce risque-là. oui. Et donc, si tu acceptes ce risque-là, c'est un peu comme si tu me dis, je sais pas, je saute à l'élastique et on verra bien s'il est accroché ou pas, tu vois. Si tu suis pas ces groupes-là, tu verras jamais, tu y seras dessus, mais c'est pas grave en fait. Ton ego, il Oui, sera alors jamais- t'es sur le principe du ce que je ne sais pas ne me fait pas mal, mais à un Exactement. moment donné, est-ce que si dans 5 ans on dit ouais, tu sais, il y a 5 ans il y avait des trucs qui circulaient qui étaient dégueulasses sur toi, ça fera Mais bizarre. sauf qu'en vérité, dans 5 ans, personne s'en souviendra. En Oui. fait, c'est un post LinkedIn. Aujourd'hui, est-ce que tu es allé sur LinkedIn ce matin? Bah oui, oui, comme Est-ce que tu tous es les capable matins. de te rappeler des posts que tu as lus la plupart du temps? Oui, c'est vrai. La plupart du temps, tu t'en souviens pas. Alors, dans 5 ans, imagine. Mm. En réalité, on se fixe trop sur l'image que on diffuse à un moment donné, mais en vérité, dans un an, enfin, déjà dans 6 mois, personne ne se souviendra de ton post, tu vois. Ouais, ouais, ouais. À part vraiment si ton post il est vraiment marquant, s'il est vraiment engagé sur un sujet, il fait 50 000. Enfin, personne ne s'en souviendra et en plus, personne ne se souviendra que c'est forcément Cyril ou tu vois, même si quelqu'un se souvient du post, il se souviendra pas de la personne qui l'a écrit. Oui, t'as raison. Et en On fait, se souvient il- d'un aspect global, ouais. Exactement, et donc il faut pas, c'est pas Un parce que tu vas sentiment. passer une fois sur une archi, moi l'Unerchi j'en ai vu des dizaines de posts, je m'en souviens d'aucun, tu vois, je sais pas qui c'est qui est passé dessus, qui est pas passé dessus. Enfin, Mm. je sais qu'il y en a certains qui sont passés dessus parce qu'ils sont passés Ouais, plein de fois. et puis les bad buzz, là, tu viens de me le citer. Mais, Moi, j'ai pas mais retenu voilà. le nom du gars, je vois à peu près sa tête de mémoire, mais j'ai du mal à retenir effectivement les noms des C'est personnes. liant, mais bah, parce que c'est liant, j'ai suivi pendant longtemps ses posts et c'est intéressant aussi de voir sa stratégie, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Et le mec a 15 000 abonnés quand même sur LinkedIn, donc c'est quand même quelqu'un, tu vois, et il réussit. Et c'est le seul sur LinkedIn qui aujourd'hui utilise ça, en tout cas à ma connaissance. Donc c'est normal que je m'en souvienne. Et puis en plus on fait que parler de lui, etc. Et bon, il y a une différence entre faire 50, enfin, pendant un an, faire 100 posts exprès pour que les gens te détestent et faire un jour un post où tu vas finir sur un archi. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est pensé, c'est réfléchi pour ça. Ok. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces pensées. Ça a bien dégrossi pas mal d'infos. Alors si je retiens une partie, c'est beaucoup de storytelling, Ouais, un peu de naturel quand même, plus que de stratégie. oui. Et donc ça nécessite quand même d'avoir du monitoring en fait, d'être Ouais, assez c'est ça. constant. Mais comme on a dit en préambule, pas non plus de trop forcément se monter la tête sur une présence systématique. Exactement. J'imagine que t'es pas forcément du genre à regarder les notifs toutes les 2 minutes. Bah, ça peut m'arriver. Un post qui marche, honnêtement. Il faut essayer, mais c'est très dur de s'en séparer. En fait, LinkedIn, c'est mon business, tu vois. Donc, effectivement, si un post marche pas, ça peut me toucher parce que j'y croyais, etc. Donc, si ça peut, honnêtement, bah, en toute honnêteté, ça peut m'arriver de regarder les notifications toutes les 2 minutes, mais c'est pas bien. Et c'est pour ça aussi que je poste pas le week-end, et c'est pour ça aussi que je m'impose pas de rythme. Parce que savoir déconnecter, c'est important aussi. Ouais, ouais. Voilà. Et alors justement, si un post ne marche pas, qu'est-ce que tu penses des pods? On n'a pas trop parlé, mais c'est présent sur LinkedIn. Les pods, ben, effectivement, oui, c'est présent sur LinkedIn. Alors, moi, je distingue deux pods. Il va y avoir ton pod naturel, en fait, Ouais. que tu vas te construire au fil du temps avec ta présence sur LinkedIn, c'est-à-dire des gens, en fait, qui aiment bien ton contenu et toi, tu aimes bien le leur. Et en fait, c'est un peu un échange Bien sûr. Moi, Alexis Lemonnier, Toi. pour moi, par exemple, Voilà, je sais pas c'est si tu ça. connais. Non, je connais pas. On a tendance à. Et je suis même pas sûr qu'on soit en relation, mais Voilà. comme on se voit C'est ça. mutuellement et qu'on s'apprécie. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est un échange de bons compromis aussi, d'essayer de donner de la force pour en recevoir. Donc il y a ça, et après t'as pod et pod quoi, t'as des gros pods où il y a des milliers de personnes dedans et les mecs ils vont juste venir commenter ton post en te disant waouh trop cool ou en apportant aucune valeur etc. Bah, ça c'est pas bien parce que déjà ça se voit la plupart du temps. Et puis parce que en fait tu vas faire des stats etc mais ton audience enfin tu vas la perdre dès que tu vas quitter le pod, c'est fini quoi. Genre plus personne va se souvenir de toi. Moi, c'est pareil, tu vois, genre moi j'ai 7000 abonnés aujourd'hui, je pourrais en avoir 15 000 si j'avais ajouté avec des automatisations, plein de gens, etc. Moi je pars du principe que c'est du 100% inbound. Donc c'est-à-dire si tu as envie de me suivre,
enfin 95%, parce que j'ajoute forcément des gens de temps en temps. T'as combien en SSI justement, tu sais ou pas? En SSI, je dois être à 70, 71. Ça évolue un peu. Voilà, j'ai pas regardé J'ai dernièrement. entendu dire qu'on mais, pouvait pas trop dépasser les 70 quand on n'était pas en Sales Navigator et en... Alors, ben, tu peux en pas paid. aller à 80, par Ouais. contre tu peux les dépasser, puisque moi je n'ai pas Sales Navigator et j'ai déjà dépassé 70. Ok, Donc c'est possible de le faire, d'accord. tout simplement. Bah qui c'est qui m'a dit ça effectivement C'est moi. Ah, c'est toi qui me l'avais C'est moi envoyé qui il y a l'ai dit. quelques jours. Ah, ok. Oui. Parce qu'effectivement, globalement, j'entends tout et son contraire. Moi, j'oscille entre 65 et 70, mais ça dépend des... Là, le truc s'est recassé la gueule, effectivement, on a rebaissé. Mais je m'étais dit, et j'avais lu, c'était compliqué de dépasser 70. C'est dur, mais c'est possible. Ok. Voilà. Et justement, est-ce que tu le regardes ça pour tes clients? On va terminer après. Mais Pour le SSI, alors le SSI c'est un indicateur qui est intéressant mais qui n'est pas forcément très pertinent puisqu'on ne sait pas trop l'impact que ça a. Ouais. Donc c'est intéressant pour savoir si effectivement es sur ta plateforme, tu es bien, mais c'est pas l'indicateur que je regarde en premier. Moi ce que je vais regarder c'est la visibilité qu'on génère, l'engagement, Ouais. les retombées sur la page entreprise et sur le trafic du site. Oui, De manière générale. la base. C'est ça que je vais regarder, et après le SSI c'est secondaire. Et après, tu as un partenaire derrière pour tout ce qui est workflow sur le site? Alors aussi qui regarde. c'est moi qui regarde la plupart du temps pour faire les landing pages, etc. Je fais les landing pages moi-même, mais je pense à m'entourer dans les prochains mois Ok. de pas mal de partenaires, etc. Bon, ben super. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ces quelques minutes. J'espère que l'audience qui écoutera ce podcast en aura appris plus, justement à la fois sur le réseau, mais également sur tes prestats. Donc je n'hésite pas justement à les engager à venir te suivre, à découvrir un peu ce contenu-là qui est très diversifié, dense et aussi, comme je disais en préambule, doté d'un axe très positif, très engageant, donc c'est cool et je te maintiens mes félicitations que je t'avais déjà dit dans le passé. Merci. Et puis bonne continuation à toi. Merci Cyril pour l'invitation, c'était très cool, et puis bonne tant mieux. continuation aussi. Et tant mieux. Et on se voit sur LinkedIn. Et ben ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Salut.